Entre valorisation américaine excessive, le shutdown, tout le narratif également sur un potentiel éclatement de la bulle IA ou encore une économie américaine qui ralentit, eh bien les marchés avaient décidé cette semaine de corriger un petit peu. Alors est-ce que c'est le grand basculement vers un nouveau marché baissier? Est-ce le moment de vendre toutes nos actions ou au contraire de profiter de ce repli pour les renforcer? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bourse, Trading et Investissement qui s'intitulera cette semaine Novembre, point d'interrogation. Le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue évidemment en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche, toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Pensez, en ce qui concerne YouTube, eh bien, à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez bien entendu la newsletter qui compte près de 7000 abonnés désormais. Vous avez le site internet qui est en plein changement d'ailleurs, qui devrait aboutir, je l'espère, d'ici une quinzaine de jours. J'ai hâte de vous le présenter, dans lequel vous avez notamment bien sûr un espace de formation gratuite, un espace membre. Vous pouvez, c'est toujours actif, hein, même si le site est en travaux, vous pouvez aller encore consulter les différents modules. Et puis bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez nos programmes, le programme historique MTT Premium et le programme qui est né au début de l'année, le MTT Découverte, pour accéder à l'essentiel des marchés. Au niveau des actualités, la semaine prochaine, eh bien, je serai présent sur Paris le vendredi et le samedi pour participer. Alors le vendredi à une masterclass sur les crypto-monnaies, sur le portefeuille débutant crypto-monnaie avec mon partenaire Bitvavo, et le samedi j'aurai donc l'opportunité de faire une conférence avec notamment Mathieu Louvet, également le CEO de Boursogramme, et Grégory Guillemin, sur la bourse de manière générale, les erreurs de manière générale à éviter lorsque on commence en bourse. Donc pour celles et ceux qui veulent me retrouver, notamment vendredi prochain à la Paris Investor Week, je vous le dirai, mais on pourra bien sûr se retrouver probablement autour du stand de Bitvavo. Voilà globalement, et toutes ces informations-là font que la semaine prochaine, alors il y aura quand même, je ferai quand même normalement, si j'ai le temps, une vidéo hebdo, mais évidemment je la ferai la veille, donc le jeudi midi, si tout va bien, ce sera peut-être une vidéo un petit peu plus courte, mais en tout cas j'essaierai quand même de faire une vidéo. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau des actualités, à ceci près également que eh bien cette semaine vous avez eu, je crois que c'était mardi, il y a beaucoup de contenu en ce moment, c'était la vidéo mensuelle sur les cryptos, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs pour le moment elle fait le record de vues pour une émission crypto, donc j'imagine qu'elle a dû vous plaire. N'hésitez pas bien entendu à aller la consulter pour celles et ceux qui veulent commencer à construire un portefeuille. C'est peut-être le moment avec le repli évidemment, donc je vous laisse aller voir et en tirer vos propres conclusions. Je remercie évidemment chaleureusement mes partenaires qui m'accompagnent dans toute la création de ces contenus: Trade Republic, Bitvavo, Urutia, Gestion Privée, ProRealTime, aucoffre.com, avec qui d'ailleurs on a enregistré une émission qui sera diffusée dans une dizaine de jours à peu près, hein, de Jean-François Faure, et bien entendu Investing pour toute l'analyse fondamentale notamment. Allez, c'est parti avec le programme de cette vidéo. On parlera bien entendu dans une première partie de l'économie, hein. Il y a quelques trucs à dire, même si ça n'a pas forcément énormément bougé, mais il y a des choses quand même à regarder. Ensuite, on parlera bien sûr des indices du CAC 40 et du CAC Small, et ensuite on enchaînera, comme d'habitude, sur les actions. Il y en a pas mal de nouvelles, comme vous m'avez demandé. Il y a quelques suivis également. On parlera de Legrand qui a corrigé cette semaine après une publication. On parlera de Engie qui est très ferme. On parlera également de Kering également qui est en correction. Hermès toujours un petit peu en difficulté. Arcelor toujours très ferme. Schneider Electric un petit repli. Pernod toujours en difficulté. Danone, Carrefour, Neuron, Morel & Prom, Robertet, Excel Technologies, Air France qui a une publication qui a été
disons, très négativement saluée. On parlera de Saint-Gobain, une action que j'aime beaucoup, vous le savez. On fera le suivi toujours de Serge Ferrari, de Bon Duel, Téléperformance, publication très moyenne, mais bon, voilà, le cours a sanctionné avant de remonter. On regardera vraiment si c'est une opportunité ou pas. On parlera de groupe LDLC qu'on suit depuis un petit moment. On parlera de Sensorion. Alors, on me l'a proposé, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'ai tradé il y a quelques années, mais effectivement, on regardera ça. On parlera de Adidas également, mais là, pour le coup, c'est en Allemagne. On parlera de Aramis, qui était le titre à suivre il y a un mois et encore même la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus. Vous avez du Nexity également en difficulté, Orange très résiliente, Medincell, on verra le parcours et je répondais à un certain nombre de choses qui ont été dites. Garbet toujours, donc nous on est sorti du trade sur Garbet. Mersenne, on parlera de Coface qu'on avait vu également, voir un petit peu l'évolution. Abionyx Pharma, Vision Group, on partira aux États-Unis avec des entreprises qui ont publié cette semaine, Robinhood, HubSpot qu'on m'a proposé également, Novo évidemment, Nordisk qui continue sa correction, c'était plus ou moins attendu, AMD, Spotify, IMS également, Palantir, Duolingo pardon, qui a corrigé vivement, Ferrari également et McDonald's. Il y aura 4 titres à suivre. Alors très intéressant, vous verrez, il y aura un titre américain qu'on m'a proposé d'ailleurs, donc c'est pas moi qui ai fait la trouvaille pour le coup, mais je trouvais que la config était intéressante. Il y aura j'allais dire le titre, j'ai failli. Il y aura deux, vous avez peut-être entendu le début, il y aura 2 titres d'un secteur qui je pense peut se relever, notamment en 2026, et il y aura un titre un petit peu plus spéculatif, mais intéressant également. Donc des titres qui, vous le verrez, seront à suivre, non pas la semaine prochaine ou lundi matin, mais plutôt dans les semaines, voire les mois à venir. Voilà un petit peu pour le programme de cette vidéo. Bien entendu, j'en profite pour lancer le départ et activer ma caméra. Bien entendu, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les nombreux messages chaleureux que vous m'avez adressés, notamment dans les dernières vidéos, qui ont beaucoup aidé également, bien entendu, non seulement à référencer la vidéo, mais au-delà de ça, puisque ça j'ai un petit doute sur le référencement, mais en tout cas, ça permet moi de me garder motivé tous les vendredis. C'est pas évident toujours, comme je le dis souvent. Des fois on a eu des bonnes semaines, des fois on en a eu des mauvaises, des fois on est fatigué forcément, des fois on est un peu voilà. Mais en tout cas, à chaque fois je me dis non, il y a des gens qui attendent cette vidéo, donc tu te dois d'être au rendez-vous. C'est pour ça que je le fais. Il y aura des pauses à la fin de l'année, mais en attendant, je pense qu'il faut carburer et il faut être à vos côtés pour à ma juste place, évidemment, sans aucune prétention, vous me connaissez, mais en tout cas, essayer modestement d'apporter mon regard sur le marché et surtout de vous apporter quelque part des billes pour que vous ayez une réflexion un petit peu plus globale, générale, et parfois c'est vrai que lorsqu'on a son portefeuille collé au nez, on a peut-être un regard qui peut être un peu biaisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir, et c'est peut-être le sujet aussi de la vidéo de cette semaine, c'est-à-dire qu'on a une semaine où il y a eu beaucoup de narratifs négatifs, sur potentiellement encore une fois l'éclatement de la bulle IA, etc., et que donc beaucoup de gens paniquent, alors que finalement, lorsqu'on regarde les graphiques, on a très peu baissé. Voilà, entre les différents créateurs de contenu qui, tout de suite, dès que ça baisse, crient au retournement baissier, etc., ce qui est possible. Encore une fois, moi, j'ai pas la boule de cristal, mais voilà, je pense que, comme d'habitude, il faut procéder par étapes, il faut regarder les graphiques, chandelier après chandelier, et si les marchés venaient à se retourner, on le verra, à un moment donné, il y aura des niveaux importants cassés, et pas des niveaux court terme. Les niveaux court terme, ce sont des niveaux qui cassent quand il y a des respirations. C'est les niveaux moyen et long terme qui nous intéressent pour vraiment parler de retournement. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, en tout cas, donc en ce vendredi matin, le compte n'y est pas. Donc peut-être il y sera ce soir, peut-être il y sera lundi matin, mais en tout cas, en ce vendredi matin, le compte n'y est pas encore. Voilà. Donc bon, sur le mois de novembre, on le sait, même s'il a plutôt mal démarré, c'est un mois qui généralement est un mois quand même positif sur les marchés. Là, vous avez les stats en haut sur le CAC 40 sur les 10 dernières années avec une moyenne de 3,2%. En dessous, vous avez la même stat mais en ce qui concerne le CAC Small, l'indice des petites capitalisations françaises et qui, elle offre une performance de 2,4%
positivement sur les 10 dernières années en moyenne. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un mois de novembre positif. D'ailleurs, vous regardez sur le CAC 40, vous en avez eu 4 négatifs sur les dernières années. Et c'est également le cas sur le CAC Small sur les 10 dernières années. Donc ce n'est pas un gage. 6 sur 10, ça ne veut pas dire 100%. Ça veut dire 6 sur 10. Donc vous avez 6 chances sur 10, à peu près, sur les 10 dernières années, d'avoir des indices français dans le vert. Le point positif, c'est que, bon, voilà, globalement, on peut quand même espérer des belles performances, mais globalement aussi, n'oublions pas que la moyenne ici est un tout chouïa forcée et poussée par notamment la performance de 2020 et du rebond qu'il y avait eu, vous le savez, post-Covid. Oui, puisque Covid avait lieu en février de mémoire, et donc voilà, le mois de novembre, quelques mois plus tard, on était vraiment dans une reprise énorme sur les marchés pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui s'en souviennent, et on était encore dans ce fameux V-bottom et on n'était pas du tout à la fin, donc c'était vraiment ça carburait, et notamment les small caps qui avaient été en retard par rapport à la reprise des big caps qui avait eu lieu de mémoire dès le mois de mars, avril, mai. Les small caps étaient en retrait, il y avait eu un été un peu compliqué, et puis derrière tout avait repris, et les small caps avaient cette fois-ci pris le pas sur les big caps et surtout avaient elles aussi accéléré dans leur reprise. C'est la raison pour laquelle on avait eu une performance notamment sur les small caps qui avait été extraordinaire en ce mois de novembre 2020. Bref, je parle du passé, c'est un passé récent, quoique ça fait déjà 5 ans, le temps passe vite. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà des 10 dernières années, d'aller un petit peu plus loin dans la performance du S&P 500. Et lorsqu'on regarde sur les 100 dernières années, c'est le cas également. Novembre est un très beau mois, décembre est un très beau mois. C'est le cas pour le S&P 500, c'est le cas également pour le Nasdaq, où là, pour le coup, on a 100% sur le Nasdaq de performance positive au mois de novembre. Est-ce que ce sera bien sûr le cas sur les 25 dernières années et sur la 26e aussi? Je n'en sais rien. Dans la courbe de performance, on en est à peu près ici, c'est-à-dire que là, logiquement, on peut avoir, allez, certes, début novembre, un petit peu on va dire d'hésitation, mais globalement, y compris sur le Dow Jones, on devrait derrière avoir, en fonction de la saisonnalité, encore une fois, ce sont des probabilités, on devrait avoir une nouvelle accélération. Sur le Nasdaq, on le voit, n'oublions pas que nous sommes le 6-7 novembre, donc voilà, il est normal, entre guillemets, vu la saisonnalité, qu'il y ait un petit peu de zigzag. Et derrière, normalement, à partir de mi-novembre, c'est un petit peu le point bas où on réaccélère. Donc on aurait potentiellement une accélération fin octobre, qu'on a plus ou moins eu, et puis derrière effectivement cette période de conso qu'on est en train de vivre avec un petit peu de zigzag. Pour le DAX, pour l'indice allemand, lui c'est moins le cas, puisque oui on a un petit peu voilà, de stabilité sur la première quinzaine de novembre, mais après là aussi ça redémarre. Encore une fois, ce sont des stats. Le CAC 40, lui, c'est un petit peu pareil, beaucoup d'hésitation sur ce première quinzaine de novembre, et après, derrière, on a une première vague, une petite correction, et derrière, une nouvelle vague. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On a également donc voilà, notre graphique sur la S&P 500. Donc on devrait se situer, vous voyez, de novembre, là, novembre, c'est quand même globalement une année où, un mois où sur la première quinzaine, vous pouvez avoir un peu de zigzag. Mais derrière, ça peut être beaucoup plus positif. Sur le VIX également, vous pouvez avoir en ce début novembre encore un petit peu de nervosité sur les marchés, mais derrière, logiquement, on devrait retrouver un petit peu de stabilité. C'est d'ailleurs, on ne le verra pas le VIX dans cette vidéo, mais on parlera du Nasdaq notamment. C'est d'ailleurs ce qui me fait dire que c'est un marché qui, à mon sens, pas encore, je dis bien pas encore, puisque vous connaissez mon scénario, je pense que 2026 va être beaucoup plus volatile, beaucoup plus en zigzag. Je pense en fait qu'on est sur des phénomènes de répétition de ce qui va se passer en 2026, c'est-à-dire avec des corrections, ça va repartir, des corrections, ça va repartir, notamment sur les marchés américains qui sont bien valorisés. Mais au moment où on se parle, croire qu'on va avoir un crash à partir de ce niveau-là, j'en suis moins convaincu. Déjà parce que c'est un marché qui n'est pas dans la complaisance. C'est un marché, vous regardez tous les indicateurs de peur, etc. Ils sont à des niveaux élevés. Vous regardez le VIX, alors j'ai pas regardé le VIX récemment, je vais vous le dire, mais globalement, vous avez quand même des opérateurs qui sont
qui sont couverts, hein, donc vous n'avez pas du tout des opérateurs qui sont dans une méfiance absolument, enfin à mon sens, hein, absolument extrême. Donc ça, pour moi, si vous voulez, ce sont des détails qui sont plus qu'importants. Et je considère que donc sur ces niveaux-là, il est globalement peu probable qu'on ait, alors qu'on ait une correction, qu'on ait effectivement des indices en zigzag, etc. C'est possible, mais voilà, on a un VIX à 20, 19, 19 et demi. Donc quand vous avez un VIX à 19 et demi sur le S&P 500, on aurait un VIX à 10, 12, je vous dirais, bon, là, quand même, on a affaire à un marché complaisant, qui continue de monter que ça. Mais en fait, c'est un marché qui monte, ou en tout cas qui reste proche de ses plus hauts, avec quand même beaucoup de crainte. Dès que le marché baisse de 1 ou 2%, on voit le Fear and Greed, notre indice de la peur, qui chute tout de suite très brusquement. Donc, tant qu'on a ça, tant qu'on a... voilà, je considère que on n'est pas forcément en risque. Par contre, oui, je pense que c'est des étapes à passer petit à petit pour éventuellement après basculer sur un marché qui finalement est au début, et vous connaissez encore une fois mon scénario, qui est au début d'une construction de longue figure. Et il y a des éléments, encore une fois, que je vais vous donner en suivant, qui militent vers ce scénario privilégié. Bon, au niveau des publications, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même passé le plus gros. C'était pas la plus grosse semaine de publications, hein, mais il y en a quand même eu pas mal, et franchement, elles n'ont pas été formidables, les publications qui sont sorties. Alors, sur la France, oui, c'est vrai, mais également aux États-Unis. Voilà, il y a eu pas mal de publications, il y en a eu des bonnes et des moins bonnes, mais globalement, elles ont été quand même, pour la majeure partie d'entre elles, sanctionnées. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant de voir que, malgré certaines publications américaines qui sont magnifiques, on a quand même globalement un ralentissement. Voilà. Quand même, je vais vous dire les choses comme je les pense, comme je les vois. Hein. Si vraiment on doit faire une généralité de ce que j'ai vu moi sur les publications, on a quand même des gros ralentissements un peu partout. Et voilà, je trouve que ça, par contre, ça fait pas peur à grand monde. Tout le monde dit oui, ça ralentit, mais c'est quand même extraordinaire, etc. Ouais, mais quand même, je trouve que c'est bien valorisé pour aujourd'hui un ralentissement de croissance aux États-Unis. En Europe, j'en parle même pas. Donc vous avez eu quelques publications hein, du biais financier, notamment sur Twitter, voilà, avec notamment Robinhood, pas mal, Novo Nordisk toujours en grande difficulté. Hein, donc là aussi, vous le savez, j'attends toujours un nouveau plus bas sur Novo Nordisk. AMD, très belle publication, j'ai trouvé quand même, mais là aussi c'est bien valorisé. Quel parcours également de AMD depuis le bas de canal, souvenez-vous. Je sais pas si on va l'avoir dans la vidéo, je crois qu'on va l'avoir. Donc depuis le bas de canal, vous avez dit bas de canal, on vise le haut de canal, le haut de canal, je crois qu'on l'a même dépassé. Donc à un moment donné, voilà, il faut comprendre que le marché a besoin de respirer. Spotify, c'est du pareil au même. Ferrari, pareil, belle publication, mais c'est bien valorisé. Ferrari, on en a déjà parlé. Moi, c'est une action, elle perdrait 20 ou 30% de plus, que ça ne me surprendrait pas. Et surtout, que ce ne serait pas déconnant en réalité. C'est ça qui est intéressant. Vous avez du IMSS également, coup-ci, coup-ça, Palantir. Bon, publication pas mal, mais pareil, c'est un peu n'importe quoi, faut être honnête, en termes de valorisation. Tout le monde dit, mais oui, mais c'est tout ça. Bon, à un moment donné, tant que vous avez du momentum, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, quand le marché va décider de ralentir, ben, par rapport au top, par rapport au drawdown que Palantir subira, alors dans les semaines, dans les mois à venir, hein, ben, peut-être dans les années à venir, j'en sais rien, mais vous aurez à un moment donné une correction qui sera gigantesque sur Palantir, entre le top historique et la correction, et c'est un titre qui peut perdre sans problème 30, 40, 50% depuis ses tops, sans aucun problème, sans sourciller, quoi. Donc, il faut s'attendre à ça. C'est-à-dire que tant que vous avez du momentum, vous voyez le momentum, vous accompagnez, etc., parfait. Mais à un moment donné ou un autre, et ce moment se rapproche de plus en plus, je crois, vous allez avoir une correction. Donc, voilà globalement ce que je voulais dire pour ça. Donc, au niveau des publications américaines, ensuite, il reste plus grand-chose. Donc, on est sur le dernier... sur la dernière partie pour la semaine prochaine, donc vous avez Walt Disney quand même qui va se regarder, Cisco également qui va se regarder, mais voilà, globalement, Barrick également qui va se regarder, mais voilà, globalement on a quand même évidemment passé le plus gros au niveau des publications. En France, pareil, on a passé le plus gros, il en reste quelques-unes qu'on va regarder.
Voilà, mais bon, encore une fois, le plus gros est passé. La semaine dernière, vous avez interrogé sur le fait de mettre ou pas le calendrier des dividendes. Merci pour vos réponses, merci à celles et ceux qui ont donné leur avis, qui a été... voilà. Moi, encore une fois, j'ajuste en fonction de ce que vous voulez. Donc, vous m'avez demandé de laisser le calendrier des dividendes, donc c'est ce qu'on va faire, si ça vous va toujours. A priori, il y a ESSO, mais c'est un dividende exceptionnel, donc je ne sais pas. Mais a priori, il y aura ESSO la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour les infos. J'en reviens donc effectivement avec bien l'infographie, hein, la miniature de novembre. Donc c'est pas une faute de frappe, j'en fais beaucoup, mais c'est pas une faute de frappe pour le coup, c'est plutôt un jeu de mots. Et donc la semaine dernière, je vous parlais du Nasdaq et je vous disais voilà, le Nasdaq c'est haussier, c'est ferme, il n'y a rien à dire, etc. Mais on est quand même sur des zones où il faut faire attention. Encore une fois, je vous montrais le RSI qui la semaine d'avant encore, j'avais indiqué que ce n'était pas à proprement parler pour moi un signal clair hein, d'avoir un RSI en surchauffe. Mais en revanche, c'était souvent, il fallait regarder ce qui s'était passé par le passé. Et que parfois, pour le Nasdaq, c'était un signal un petit peu de surchauffe à minima court terme. À minima court terme, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un repli de 40%. Vous pouvez juste avoir des petites zones de stabilisation, de repli, avant, derrière, de repartir. Bon, on était là-dedans. Et donc, je vous disais, voilà, il est probable qu'on ait derrière, à minima, une petite correction. Et après, ça peut être un retournement, bien sûr. Mais le retournement, c'est dans 1, 2, éventuellement 3 cas. Mais sinon, globalement, c'est pas des retournements. Hein, c'est plutôt des respirations. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On a eu 3% de baisse. Plus de 3% de baisse avec la séance d'hier d'ailleurs. Donc, je vous avais dit que moi, j'avais pris un short sur le Nasdaq. Bon, il y a eu des commentaires, c'est toujours vif, hein, parce que c'est très rare que je sorte, vous le savez, c'est pas quelque chose que j'apprécie. C'était pas un short pour jouer le retournement du marché, pas du tout. C'était plutôt un short de couverture, pour le coup. Et je pensais que le Nasdaq était celui qui avait le plus de potentiel de baisser à très court terme. C'était le cas. Sur mon short, moi, je suis break-even. Alors, j'ai eu la réussite, hein, j'ai shorté quasiment, j'ai pratiquement eu le point haut, enfin, un des points hauts. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais c'est un short que je mets tout de suite à BE parce que pour moi c'est un marché qui est largement dans la capacité de repartir. On ira peut-être un petit peu plus bas, on ira peut-être tester cette zone là, peut-être même tester cette zone là, mais je vois pas encore le potentiel baissier énorme. Pour moi on n'est pas encore dans une période où on a retourné le marché, il va falloir plus que ça. On verra pas dans le détail le Nasdaq ici, mais par contre, on verra dans le détail le CAC 40. Et de toute façon, évidemment, si le marché américain décide de se retourner, de chuter fortement, vous inquiétez pas, sur le CAC 40, vous le sentirez également. Donc, le narratif. Donc, parmi les narratifs, évidemment, qui justifieraient cette petite correction de court terme, c'est toujours la même chose. La bulle qui a fait peur, donc tous les marchés boursiers mondiaux avaient piqué du nez mardi en réaction aux interrogations grandissantes. Bon, c'est le prétexte, hein, évidemment, entourant des valorisations tendues des valeurs américaines liées à l'IA, comme Nvidia ou Palantir, tiens, on en parlait, à l'origine de la spectaculaire progression enregistrée à Wall Street au cours des 6 derniers mois. Évidemment que c'est pas nouveau. Moi, on a beau me dire que, encore une fois, j'étais acheteur donc, de Nvidia sur les plus bas, hein, vous le savez. Devait être, quand on a acheté au mois d'avril, on devait tourner à un PER à peu près de 25, donc acheter un PER de 25 sur du Nvidia, je dis oui, avec la croissance actuelle. Acheter un PER comme actuellement sur Nvidia avec un PER, même s'il y a beaucoup de la croissance à 60, c'est quand même énorme. Donc voilà, ça peut continuer de monter, mais pour moi, c'est plus des opportunités d'achat. À Palantir, je sais même plus le PER, à Palantir, c'est n'importe quoi. Donc bon, voilà, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc il faut bien comprendre que le marché a besoin de s'arrêter. Maintenant, tout n'est pas extrêmement survalorisé. De manière générale, le Nasdaq l'est, mais de manière individuelle, pas tout et pas forcément tout. Notamment Google, même si Google, quand même, elle est bien valorisée, mais vous avez un PER, je sais pas, de 25, 26, 27, donc c'est à peu près correct en comparaison de Nasdaq qui lui est très bien valorisé. Ce qui inquiète au-delà des valorisations, au-delà du dire c'est cher, etc. Ça, c'est, pour moi, à la limite, c'est un détail, finalement. C'est le dernier petit détail, la cherté. Ça veut tout dire et rien dire. Tant que vous avez du momentum, c'est cher, mais les gens ont du cash, ils sont prêts à payer encore plus cher, il n'y a pas de problème. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que la pondération de certaines big cap dans
les indices américains, donc dans les indices mondiaux, puisque le TF World est composé à 70-75%, j'ai vu l'autre jour, je sais pas si c'est vrai, d'actions américaines, ça pose un problème. Quand vous avez 70% du World qui est représenté par les États-Unis, alors que les États-Unis représentent 25% de la croissance mondiale, 25% c'est énorme, mais c'est pas 70%. Donc là aussi, à un moment donné, et si dans ces 70% d'actions américaines, vous avez du Nvidia qui représente je ne sais pas combien de pourcents, à un moment donné ou à un autre, c'est toujours la même chose. Lorsque il va y avoir un problème, il va y avoir un ralentissement ou quelque chose de plus grave, ça va poser un énorme problème sur les marchés financiers. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ça peut durer encore quelques temps. Voilà. Et moi, je pense que ça peut encore durer quelques temps, notamment quelques mois. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si j'étais pas banquier, je vous dirais que ça ressemble fort à de la cavalerie. Hein. La cavalerie, en gros, l'idée de la cavalerie, ce qu'on nous apprend en banque, hein, une des premières choses que j'ai appris quand je suis rentré à la banque, il y a bien longtemps, trop longtemps déjà, c'était justement ce phénomène de cavalerie. En gros, si vous voulez, c'était l'idée de dire, si vous ouvrez 3 comptes bancaires, que vous prenez un découvert autorisé, on va dire, de 10 000 euros pour une entreprise, bah, en gros, vous faites tourner les 10 000 euros sur les différents comptes, ce qui fait que bah, finalement, vous avez l'impression de toujours remplir les 3 comptes. Sauf qu'en réalité, vous devez 30 000 euros au total, mais avec 10 000 euros, bah, comme vous tournez tout le temps les mêmes 10 000 euros, bah, on a l'impression que vous faites vivre ça. Alors, c'est pas exactement la même chose, hein, le même raisonnement quand même sur Nvidia, OpenAI, Oracle, parce qu'il s'agit véritablement d'investissement de cash. Mais quand même, tout ça, pour moi, tourne un peu en rond, quoi. Voilà, donc ça va poser problème, quoi. Donc c'est pareil, quand on me dit oui, mais ChatGPT, l'intelligence artificielle crée des revenus, c'est tout à fait vrai, ça a créé des revenus, mais ce qui est inquiétant pour moi, c'est que ça a aussi créé du chômage. Donc les revenus sont aussi liés à des gens qui travaillent. Si vous n'avez pas de travail, vous achetez pas la licence de OpenAI, quoi, de ChatGPT. Vous ne servez plus de ChatGPT. Vous servez de ChatGPT si vous bossez. Vous pouvez vous servir un petit peu le week-end pour si vous avez une question comme ça, mais sinon vous n'allez pas payer 30 ou 35 ou 40 dollars si ça augmente une licence de ChatGPT pour quelque chose de la vie de tous les jours, quoi. Donc là aussi, il faut bien comprendre que oui, ça a généré de revenus, mais potentiellement, l'impact que ça a sur les emplois, à court terme, pour moi, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de conséquences, parce que c'est compensé, mais il ne faudrait pas que ça s'aggrave. Et là aussi, encore une fois, si le taux de chômage, qui est, vous savez, l'indicateur principal qu'il faut regarder pour moi, explose, il y aura des conséquences. Tiens, je publie une image qui a été... qui a été relayée par Laurent Albi, je crois, sur les réseaux sociaux, qui est très drôle, qui dit la prochaine, il manque plus que ça pour faire monter les marchés. OpenAI est partenaire d'OpenAI qui est également quelque part partenaire d'OpenAI, et finalement voilà, là aussi on comprend bien que les annonces aujourd'hui, le marché a juste besoin d'annonces pour continuer de monter, donc c'est effet finalement de FOMO. On sait également que la performance du S&P 500 n'est pas la même que celle des 7 magnifiques, et encore ce qui est impressionnant, hein, ce qui est très impressionnant, c'est lorsqu'on enlève carrément les 7 magnifiques du S&P 500, pour le coup la performance est vraiment ridicule. Donc ce que je disais tout à l'heure au niveau des valorisations, c'est ici les valorisations notamment, c'est sur le Nasdaq là pour le coup, donc vous voyez qu'on a un PER qui se situe entre 30 et 35, on revient à des niveaux de janvier 2020, qui avait été le niveau pré-Covid, où derrière on avait eu une grosse correction. On revient au niveau 2008, 2009, où derrière, bon, on avait une correction. On revient même au niveau des années 92-93, hein, par là. Donc voilà. Effectivement, il y en a beaucoup qui disent, et ils ont raison, qu'on n'est pas revenu sur les niveaux de la bulle, .com, c'est vrai. Mais bon, voilà. Alors la question, en fait, réside là, hein, c'est est-ce que véritablement ce marché-là est un marché qui va devoir à un moment donné avoir une petite correction, ou est-ce que par contre on va partir vers une exponentielle de bulle boursière. Voilà, toute la question est là. On s'aperçoit également que sur 10 ans, si on devait tracer des écarts types avec une sorte de bande de Bollinger, on est un petit peu à l'extérieur, hein, on est un petit peu sur le haut, et on s'aperçoit que, en général, quand on est sur le haut, derrière, on a une période de correction. Alors, correction, dévalorisation, hein. C'est-à-dire que si vous avez des résultats qui continuent de progresser, que vos indices mondiaux, eux, se stabilisent, vous avez une baisse de la valorisation. Donc,
encore une fois, c'est mon scénario privilégié, c'est que vous pouvez très bien, et là c'est sur le 20 ans, on voit qu'on est également en excès, vous pouvez très bien finalement avoir des indices mondiaux qui, en tout cas quand je dis mondiaux vous avez bien compris, hein, occidentaux et notamment américains qui se stabilisent, et puis derrière vous avez des valorisations qui continuent de progresser, moins vite peut-être, mais qui continuent de progresser. Et donc ça, ce serait équivalent pour moi d'ailleurs économiquement un soft landing, et ce serait très bien. Pour le coup, ce serait moins marrant pour les gens qui ont des ETF, j'en suis désolé, mais par contre pour les gens qui font du stock picking, là par contre ça peut être très intéressant. Voilà, ce qui est intéressant également, c'est que bon, on a effectivement une explosion des ETF pardon, à effet de levier, donc on est sur des plus hauts également, une grosse accélération. Ce qui est intéressant également, ce graphe-là, je vous avais montré un autre graphe justement sur les dettes sur marge, c'est-à-dire en fait c'est finalement la capacité d'emprunter pour acheter des actions. Pour faire très simple, notamment pour les investisseurs particuliers, mais pas que, aussi peut-être que, je sais pas. En tout cas, on est sur un niveau de surchauffe, voilà, hein, des niveaux qui ont corrigé par le passé. Par contre, on a connu pire donc en 2000 et on a connu pire en 2008 et donc en 2020. Donc toute la question en fait est de savoir si à partir de là on va corriger ou si on va déclencher une bulle. Ce qui est sûr, c'est que l'immense correction des marchés qu'on a eu ici, qu'on a eu donc ici et qu'on a eu ici, elle a toujours été faite lorsque, et même ici, même si elle était moins longue, elle a toujours été faite lorsqu'on dépassait ce taux-là, dépassait les 40 à 50%. Donc il y a encore un petit peu de marge, mine de rien. Voilà, autre marge également, ben, on avait effectivement un S&P 500 où il y avait seulement 13% des actions qui étaient sous la moyenne mobile. Donc voilà. Donc pour moi, finalement, c'était pour moi un moment un petit peu de correction et pour moi, ça peut également continuer. Donc voilà un petit peu. Non, je vous dis une bêtise, c'est pas sous. J'ai même pas lu le titre, vous voyez, tellement être pressé. C'est pas sous la moyenne mobile, c'est l'écart tout simplement du S&P 500 par rapport à la moyenne mobile. Donc là, on est en été parce que ce graphique date d'il y a 2-3 jours. Donc on était à 13% au-dessus. Donc voilà, et on sait que dès qu'on commence à être au-delà de, je sais pas moi, de 13-14%, bah, généralement, c'est des moments où il y a une prise de bénéfice pour les marchés parce qu'on est un petit peu en excès, on est un petit peu trop éloigné de cette moyenne mobile. Je reviens à nos moutons, entre guillemets, avec la France. Il y a beaucoup d'actualités en France. Je vais en dire deux mots d'ailleurs juste après. Donc le poids de l'industrie dans l'économie européenne, donc la moyenne c'est à 23,5%. Donc qui représente la part du secteur industriel dans le produit intérieur brut, 23%. Bon, la France, évidemment, on est à la ramasse pour le coup, 17%. Et ce qui est excessivement dangereux, c'est effectivement l'explosion, mais peut-être vous êtes concerné, moi je l'ai été, par les faillites qui explosent en France. Je dis je l'ai été parce que j'ai des proches qui ont été concernés, notamment cette semaine. Donc voilà, notamment sur des entreprises qui étaient existantes depuis plus de 40 ans. Donc ça aussi, vous devez peut-être entendre autour de vous qu'il y a de plus en plus de défaillances, notamment en France, d'entreprises. Donc ça aussi, ça devient excessivement dangereux pour notre pays. Est-ce que les conséquences vont véritablement finir par arriver, notamment l'année prochaine? Je pense que c'est fortement possible. Donc il faut faire extrêmement attention, d'autant que on le sait, c'est un phénomène qui peut être quand même mondialisé, hein, en tout cas sur les pays occidentaux, et c'est toujours également ce qu'on attend sur le taux de chômage, mais on n'a toujours pas la stat. Donc voilà, on sait également que lorsque les courbes entre effectivement la création d'emplois et le taux de chômage se croisent, derrière vous avez une récession. On peut également s'inquiéter, bien évidemment, je fais plus trop en ce moment de focus politique parce qu'il se passe pas grand chose, enfin, il se passe beaucoup de choses, mais beaucoup de choses pour pas grand chose, puisque il est fort probable que toutes les réformes, les amendements qui sont votés à l'Assemblée nationale n'aboutissent pas dans un budget qui ne serait pas globalement voté. Pour autant, moi je pense que c'est notre rôle, votre rôle, hein, quand je dis notre rôle, c'est notre rôle à tous, hein, de critiquer ça, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi, soyons honnêtes, ce qui se fait actuellement à l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est notre rôle d'accentuer la pression sur nos politiques,
et de remonter toutes leurs incohérences. Voilà, faut pas lâcher parce que c'est notre avenir en fait. Donc au-delà du fait de dire ouais, j'aime pas quand on parle de politique et ça, mais c'est même plus on parle même plus de politique là en réalité. Hein. On parle de notre avenir, hein, les amis. Hein. Donc alors parler de politique pour rien dire, ça c'est effectivement ça sert à rien. Mais par contre parler de politique pour critiquer les amendements qui sont mauvais et à contrario aussi dire bah, ça c'est une bonne chose pour l'économie, pour etc. Je pense qu'il faut le faire. Et je pense que nos politiques malgré tout, quand même, regardent les réseaux sociaux de plus en plus, sont au courant de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, et d'ailleurs, voilà, il faut vraiment considérer qu'on a un impact là-dessus, d'accord. Moi, je sais de sources sûres qui regardent de près certains partis politiques, donc il ne faut pas hésiter vraiment à donner notre avis, il ne faut pas être agressif, c'est-à-dire, il ne faut pas donner d'insultes, il ne faut pas, évidemment, surtout pas, il ne faut surtout pas tomber là-dedans, parce que là, vous perdez toute crédibilité. Mais par contre, critiquer, émettre des idées et éventuellement donner des points de vue, moi, je pense que c'est notre rôle à tous, quand je dis tous, toutes les personnes qui sont concernées pour la finance. Bien entendu, et je parle toujours de parler sur le prisme de la finance, voilà, la hausse de la CSG, la hausse des impôts, tout ça, évidemment, ça a un impact sur l'économie. Donc là, pour le coup, on peut intervenir, je pense. Bon, voilà. Donc tout ceci, évidemment, va être un prétexte à un moment donné ou à un autre. Alors, c'est là où on va aller vers le scénario principal, vous allez voir. C'est la slide suivante. C'est que je pense qu'effectivement, les valorisations sont élevées par rapport à la moyenne. On le voit par rapport au passé. Et il y a un graphique très, très, très intéressant qui, pour moi, va dans le sens effectivement de mon scénario principal, c'est ce graphique-là. En haut, vous avez le graphique du S&P 500, très bien, avec des périodes où le S&P 500 monte, hein, les périodes où vous avez les flèches bleues, et des périodes, ce qu'on appelle des années perdues, c'est-à-dire on a finalement un S&P 500 qui fait pas mal de zigzags, d'accord ? Et en dessous, très intéressant, en dessous, vous avez donc le ratio entre le S&P 500 et le gold, et l'or. Quand le S&P 500, quand ce ratio-là, pardon, est en dessous de la moyenne mobile à 340 jours, je crois que c'est des jours, peut-être pas, c'est peut-être des mois, qu'importe. En tout cas, c'est baissier, quand ce ratio est inférieur, quand le S&P 500 sous-performe le gold, qu'est-ce qui se passe sur le S&P 500 de manière générale? On a un S&P 500 qui fait plus grand-chose. A contrario, quand vous êtes au-dessus, ben là, on a plutôt une période favorable au S&P 500, évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a souvent des figures de top hein, qui ont lieu. Ça a été le cas ici, ça avait été le cas ici. Et derrière, quand on casse la moyenne mobile, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans ces zones-là, ces zones-là, ces zones-là, et là, c'est potentiellement ce qu'on est en train de faire, derrière, vous avez des longues périodes de figures de range. Voilà. Donc c'est un élément supplémentaire qui me fait penser que un autre élément également supplémentaire, alors j'ai du mal à tirer des conclusions, mais en tout cas, il faut regarder le graphique du dollar, parce que le dollar, on en avait beaucoup parlé sur cette chaîne et sur les réseaux, et je m'étais fait pas mal taper dessus il y a quelques semaines quand je disais que le dollar c'était loin d'être mort et qu'on aurait probablement un rebond au moins important. On a eu un rebond, hein, près de 5% du dollar. Maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que c'est un pullback sur l'ancienne zone de support ? Et donc à ce moment-là, si c'est un pullback et que ça repart à la baisse, ce sera favorable notamment aux actions américaines, mais ce sera plus difficile pour les actions européennes et pour notamment les pays émergents. Ou à contrario, est-ce que c'est pas un pullback? Est-ce que c'est juste un point bas sur le bas de canal? Et derrière, vous allez avoir une petite construction intermédiaire avant que le dollar casse à la hausse. Et là, du coup, ce sera de la difficulté pour les marchés américains. Par contre, de la continuité pour les pays émergents qui ont déjà fait le retournement depuis des semaines, voire des mois, l'Amérique latine, etc. Bref, vous savez tout ce que je pense là-dessus. Et probablement même les pays européens. Vous allez voir, alors la France c'est un peu particulier certes, mais vous allez voir des pays qui étaient à la ramasse, notamment en 2008, comme l'Italie. Allez voir le graphique de l'Italie, allez voir le graphique de l'Espagne, allez voir le graphique du Portugal. Vous allez voir que c'est très impressionnant. Donc là aussi, à mon sens, c'est un graphique qu'il faut évidemment suivre de près, voire de très près. Mon scénario, il n'a pas changé pour la fin de l'année. C'est pour moi effectivement, eh bien, on est plutôt là. Donc je pense qu'on peut quand même espérer de la hausse. Mais par contre, je pense qu'effectivement 2026 va être une année où il va y avoir énormément de volatilité. Cette semaine, alors, on a été très content pour la table des investisseurs parce que vous l'avez vu, vous avez reçu le suivi du portefeuille Forteresse. Alors évidemment,
je ne vais pas cacher ma joie, hein. C'est un portefeuille, le portefeuille Forteresse, qui a deux objectifs. Un, avoir un rendement quand même, hein, c'est-à-dire on vise entre 5 et 7% par an en moyenne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un portefeuille où le drawdown est divisé par 2,5. C'est-à-dire que, pour faire simple, quand vous avez un S&P 500 qui perd 20%, comme ça avait été le cas en avril, ben nous on a perdu, je crois, 4 ou 5% quoi, sur le portefeuille. Donc très très peu. Voilà. Et eh bien, la surprise de cette année, qui est une bonne surprise, c'est que là, ça faisait un an pile qu'on avait ouvert le portefeuille en novembre dernier. Et donc, la performance de ce portefeuille est à 11,58%, tout en sachant qu'on a eu l'effet de devise défavorable. Défavorable, on a comparé globalement le portefeuille avec le même effet de devise et globalement, on s'aligne à la performance du S&P 500, sauf que on a un drawdown qui a été divisé par pratiquement 3, donc c'est hyper intéressant. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, vous le savez, c'est que c'est toujours la question qu'on me pose, est-ce que, comment je fais pour rentrer sur le portefeuille? Il n'y a pas besoin de rentrer sur le portefeuille, c'est un DCA. Désormais, là, on suivra encore un peu le versement unique qu'on a fait en novembre, mais ensuite, on ne parlera que du DCA au fur et à mesure. Donc, c'est un DCA, c'est un portefeuille qui est fait pour traverser les crises, donc vous investissez un petit peu partout, on vous a fait la répartition, c'est gratuit. Lorsque vous inscrivez à la newsletter, vous recevez tout de suite la composition du portefeuille, et après tous les mois, en début de mois, on vous fait le suivi. Voilà, que ce soit bon, pas bon, on s'en fout de ça, mais on fait le suivi, comme ça vous voyez les compartiments qui ont performé, ceux qui ont moins performé, etc. etc. Question qu'on me pose également, c'est est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un rebalancement parce qu'il y a des pondérations qui sont trop élevées par rapport à ce qui avait été fait au départ? Peut-être, pour le moment c'est pas le cas, hein. Quand vous avez une progression, c'est la première année, une progression de 11% depuis le départ, les pondérations n'ont pas tellement progressé, un petit peu sur l'or c'est vrai, mais globalement, a priori on ne changera pas, pour le moment on ne changera pas, mais peut-être qu'effectivement si à un moment donné on voit qu'il y a trop d'écart, on refera un rebalancing là-dessus. Voilà globalement ce que je voulais vous dire, et surtout ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette semaine, il y a la lettre mensuelle aux investisseurs, gros rapport également cette semaine, puisque vous aurez évidemment bien la partie bourse avec Gilles Guézou de Investing qui va venir présenter un titre financier qui revient de l'enfer, oui, c'est au moins que l'on puisse dire. Vous aurez la partie gestion privée avec une vidéo exclusive qui sera ensuite diffusée publiquement, mais plus tard. Je laisse bien entendu l'exclusivité d'une semaine pour les abonnés à la newsletter sur notamment un produit adossé au titre Amundi avec un rendement de 9,5% par an, donc je vous laisse regarder. Quentin Pascu pour la présentation de la prochaine révolution crypto, et il y aura également bien sûr Jean-François Faure de Ocoff qui viendra présenter, qui va nous dire pourquoi l'argent pourrait bientôt valoir de l'or, et enfin Green Living pour l'immobilier qui va venir nous expliquer que le rendement de l'immobilier s'est déplacé, qu'il n'est plus là où nous croyons, vous croyez. Donc voilà, ça va être très intéressant. Je vous rappelle que cette newsletter est 100% gratuite. Vous avez accès à 2 à 3 newsletters par semaine qui sont rédigés par votre fidèle serviteur. Voilà un petit peu les amis ce que je voulais vous dire pour cette introduction qui a été un petit peu longue mais tellement importante. On attaque avec notre cher ami le CAC 40. Alors, le CAC, on va faire comme d'habitude le petit tour sur les 3 unités de temps. Alors, en mensuel, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. D'accord? Qui est, on va dire, plutôt plate. Ce qui signifie qu'on est en tendance haussière et petit biais neutre. La moyenne mobile, donc à moyen terme, ben là c'est marrant, on est pile dessus. Donc là, on est vraiment pour moi dans la neutralité. Et ce qu'il va falloir voir, c'est effectivement, pour moi, vous avez une grosse zone ici, hein, c'est la zone des 7900 grosso modo. Et pour moi, tant qu'on la tient, on est toujours sur effectivement une tendance qui est de fond quand même haussière. Et désormais, à court terme, donc on va voir si effectivement, hop là, on est sous la moyenne mobile, donc on a bien une correction. Hein. Pour moi, voilà, toute cette partie-là, c'est une partie à éviter, notamment en swing trading. Et on va voir si, alors j'ai mis le gap qui reste à combler, hein, qui ne fait que diminuer, voilà. Et on va voir si on arrive à construire une figure là-dedans, et si on arrive surtout à tenir. Alors à partir de quel moment je considère que ça pue? Bah, je considère que ça pue sous les 7009. Disons que si on réintègre la figure, là par contre, ce sera pas très bon. Ce que j'attends notamment la semaine prochaine, à partir de là, en fait ce que j'attends la semaine prochaine, c'est exactement ce qu'on avait eu ici. C'est-à-dire que vous avez eu la poussée, vous avez eu derrière le top, vous avez eu la correction, la congestion avant derrière de repartir. Je vous la fais, je vous la refais
globalement, moi, ce que j'attends, donc on a eu la poussée ici, la consolidation ici, derrière, on est reparti. Voilà. Donc, ce que j'attends, moi, dupliquer, c'est ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est mon scénario initial. Alors, ce sera peut-être là, ce sera peut-être là, ce sera peut-être là, j'en sais rien, mais en tout cas, globalement, c'est ce que j'attends. En revanche, si je n'ai pas de cette construction-là par là, voilà, si j'ai pas la construction là-dedans et que derrière on réintègre les 7000, 7009, 7850, etc., qu'on repasse sous la moyenne mobile qui devrait arriver dans cette zone-là d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir une moyenne mobile à 200 jours qui devrait arriver par là. À ce moment-là, si on enfonce véritablement la moyenne mobile, là on l'a enfoncé, mais on l'a sauvé, on l'a enfoncé, on l'a sauvé, on l'a enfoncé, on l'a sauvé, mais si on l'enfonce véritablement, qu'on cesse en dessous, là par contre il faudra redevenir beaucoup plus vigilant. Mais à ce stade, et je sais que vous aimez bien que je me mouille, moi à ce stade, donc je le fais, à ce stade, ce n'est pas mon scénario privilégié. Mon scénario privilégié, c'est qu'on construit là-dedans et que derrière, on casse par le haut. Le CAC Small, il est sur le fil, le CAC Small. Voilà, semaine dernière, je vous avais dit, je montre que le court terme, hein, le long terme, vous le connaissez. Voilà, je pense qu'on peut aller encore chercher un petit peu de performance, mais il faut faire quand même gaffe. Effectivement, parce qu'on n'est pas sur des points d'investissement. Je vous avais dit, voilà, ce que j'attends, c'est le bas de range, voilà, la correction et la congestion. Nous y sommes, c'est là où il faut construire. Voilà, on en est là. Mais là, il faut véritablement tenir maintenant ces niveaux-là, construire et ensuite relancer, évidemment, par une cassure par le haut. Allez, on passe aux actions désormais, si vous le voulez bien, et on attaque avec, bon, on va se mettre beaucoup sur des unités de temps longues, hein. Notamment ça plaît aux investisseurs. Donc on a Legrand, bien sûr, donc Legrand qui a bien corrigé hier, publication pas mauvaise, mais c'est juste que voilà, on en avait parlé et vous avez dit Legrand, c'est pas un moment pour investir. Et même là, hein, même la baisse, alors les traders, voilà, il y a des zones pour tenter de jouer des rebonds, etc. Mais le ratio gain-risque pour les investisseurs, il est pas bon. Donc moi, ce que j'espère sur Legrand, c'est à partir de là, un rebond et quelque chose qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus lent, et quelque chose qui pourrait vraiment nous tourner sur une correction qui sera plus lente. Voilà, je vous fais, ça peut être plus rapide, ça peut être. Mais pour moi, on n'est pas sur un niveau intéressant pour investir. Vous avez du NG également. Alors vous le savez, en 2025, moi j'avais deux convictions. Sur le marché français, sur Big Cap, hein, j'avais NG, j'avais ArcelorMittal. Bon, d'ailleurs, beaucoup m'ont dit, ben, ce serait bien que tu me donnes ta conviction pour 2026, je vous la donnerai. Ou tes convictions pour 2026, je vous les donnerai, je vais y réfléchir, j'ai pas d'idée là où on vous parle, franchement. Ah si, j'en ai une petite. Je vous la garde pour 2026, j'en ai une petite. Je vous avais dit NG, ArcelorMittal, bon, on verra les deux dans cette vidéo. NG, bon, on est très content, on en parlait déjà dès la correction là. Et on a fait derrière plus de 50% de hausse. Donc évidemment, pour un titre aussi mou, faire une telle performance, c'est vrai que c'est exceptionnel. On parlait de l'appui, on parlait de derrière la construction et la relance. C'est typiquement ce qu'on a fait. Bon, voilà, hein, on est sur quand même une zone qui va commencer à... Voilà, il peut y avoir des petites prises de bénéfices là-dedans. Faites gaffe, mais globalement, voilà, pour moi, c'est toujours de l'achat pour NG, notamment en petite unité de temps. Si vous en avez, il n'y a pas de raison en tout cas de vendre à ce stade. Ensuite, vous avez Kering hein, qui a énormément progressé. Alors, très intéressant. On va voir ce qui va se passer sur Kering. Là, c'est très intéressant. Donc, Kering, vous avez eu la poussée. On est venu chercher pour moi des zones de pullback. Voilà, les plus bas ici. Donc, c'est normal que la mèche soit vendue. Il n'y a aucun problème. Voilà. Faut bien comprendre que c'est normal. Maintenant, ce qui va m'intéresser, là, c'est la capacité de Kering à tenir la zone. Voilà. Alors, on peut la faire même un peu plus large. Toute cette zone-là. Voilà. La capacité de Kering à faire le pullback sur cette zone-là. Donc vous avez la prise des bénéfices. Et derrière, voir si on a la capacité de construire là-dedans pour relancer une tendance. Voilà. Si ça ne tient pas ce niveau-là, par contre, ce sera rendez-vous à la MM200. Et après, si on casse la MM200, ça peut être dangereux. Mais pour moi, cette consolidation, elle est légitime, elle est bonne, etc. Maintenant, qu'on va voir, ça à partir d'ici. Est-ce que les acheteurs vont avoir la capacité véritablement de contrôler la baisse et surtout derrière de relancer, quoi. C'est ça surtout qui va nous intéresser. Hein. Ensuite, vous avez Hermès. Voilà, mon analyse n'a pas changé. On revient sur les niveaux précédents. Voilà. Moi, je considère que tant qu'on ne revient pas aux alentours des 1006, 1007, c'est pas une opportunité toujours. Donc voilà, il y a beaucoup de zigzags, on fait une fausse cassure, etc. etc. Bon, ça peut repartir, bien sûr. Ça joue un peu le support oblique là. Mais globalement, ouais, je n'ai pas grand-chose à dire. On peut commencer d'ailleurs, si vous voulez, à tracer des petites obliques. Hein, je vois qu'il y a des petits obliques qui se tracent, donc pourquoi pas. Mais
Ça peut être long, là aussi, vous pouvez avoir une période avec beaucoup de zigzags, avant éventuellement de faire un dip, et ensuite de repartir à la hausse. Voilà, c'est ça globalement pour moi mon scénario privilégié sur Hermès. Donc en termes de technique et en termes de valorisation, pour moi, même si on a déjà bien baissé, hein, on a quand même perdu 30% hein, sur Hermès, malgré tout, je considère qu'on n'est pas encore sur des niveaux forts d'opportunité. Arcelor, donc toujours extrêmement ferme. Il n'y a rien à dire sur Arcelor. Voilà, on a pété la résistance. Donc voilà, derrière on est en train de construire, on est vraiment dans le scénario de construction. Pour moi, on pourra continuer à suivre fortement le titre pour l'année prochaine. J'ai rien de plus à dire hein, sur Arcelor. Pour moi, c'est positif. On est qu'au début, je pense. Si vraiment la tendance continue, perdure, on est qu'au début éventuellement de quelque chose sur ArcelorMittal. Donc en plus, les résultats ont été pas mal, donc ça n'en a rien. Schneider Electric, donc j'ai toujours le même avis, hein, vous avez dit, haut de canal on fait gap, on a fait la pointe le mois dernier, et derrière vous avez une correction, donc voilà, qui n'est pas méchante, hein, c'est 10%, mais pour moi, encore une fois, on sera plus sur des opportunités, plutôt sur bas de canal, donc voilà, il faut globalement encore patienter un peu, voilà, on a l'ellipse, donc haut de canal, on revient sur le bas. Certains peut-être rejoueront derrière un rebond par là, etc. Mais c'est là où globalement, moi, ça va m'intéresser sur Schneider Electric. Bon, c'est bien valorisé quand même, hein, Schneider Electric, même si on sait que c'est un titre qui a un narratif avec lui, mais malgré tout, je considère que c'est quand même bien valorisé. Donc attention à ça aussi. Ensuite, vous avez une qui est toujours en difficulté également, c'est Pernod. On revient, après le rebond, on est revenu sur la zone, hein. On est revenu sur la première zone. Voilà, moi je vous avais proposé 2 zones pour investir progressivement. La première elle est là, on y est. Donc voilà. Le problème c'est qu'on refait l'appui. Donc il y a eu la première tentative, elle a quand même fait 30%, ce qui est plutôt pas mal. Mais derrière on revient. Ça montre quand même, pour moi ça dénote une petite faiblesse quand même. Voilà, la deuxième zone de renfort, elle est globalement ici, c'est-à-dire aux alentours des 40. Voilà, c'est pas cher, hein, c'est quand même là aussi un PER de 12-13, il n'y a plus beaucoup de croissance. On espère le retour de la croissance d'ici 2 à 3 ans sur Pernod Ricard, pourquoi pas, je veux bien croire. Mais en attendant, le marché est capable, il peut se passer des choses et le marché est capable de corriger un peu plus. Voilà, vraiment, c'est un peu triste pour Pernod Ricard, Rémi Cointreau, parce qu'il y avait des espoirs, et puis bah, finalement, il se passe pas grand-chose. Il y avait eu cette tentative, première tentative, hein, ici au mois de cet été. On avait cassé, souvenez-vous, pullback, beau petit inside, on est revenu là j'avais espoir. Franchement, j'avais espoir. On commençait à construire, etc. C'était vraiment pas mal. Et puis derrière, bouf, on lâche la construction, on retourne pas la moyenne mobile, etc. Je vous dis toujours, hein, il faut d'abord s'installer au-dessus de la moyenne mobile et construire au-dessus pour ensuite relancer. Ça n'a pas été le cas. On a construit, mais on a lâché. Et ici, moi-même, il y a une quinzaine de jours, j'avais proposé un achat ici au-dessus des 88-96, mais parce que je me suis dit, voilà, il y a la tasse à vacances, la cassure. On fait le pullback là aussi, ça ne construit pas. Voilà. Chaque construction, en réalité, eh bien, se termine de manière générale par un échec. Donc oui, on revient un peu sur ce niveau, etc. On revient sur le support, la quatrième fois, attention, parce que si ça lâche, on peut avoir une nouvelle accélération. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est éventuellement attendre un minima, une cassure d'oblique, un minima quelque chose qui pourrait nous laisser croire que, nous laisser espérer que les acheteurs sont revenus, en tout cas sur le titre. Voilà, globalement. Danone, moi je vous continue de vous annoncer ce que je vous annonce depuis des mois, hein, c'est un nouveau plus haut historique sur Danone. On n'est plus très loin, me direz-vous, on est à 6% désormais. Donc voilà, est-ce que c'est une opportunité d'achat? La réponse c'est non. Pour moi, éventuellement, ce sera une opportunité d'achat si à partir de là, on a un repli pour ensuite repartir. Voilà, si vous avez cette opportunité-là, ça peut être pas mal, mais en tout cas, Danone se comporte extrêmement bien depuis des mois et des mois. Donc voilà, on l'avait beaucoup suivi, Danone, par le passé. Beaucoup moins maintenant, parce que c'est vrai que bon, ben, le potentiel est un peu derrière, quoi. Hein. Carrefour qui a réagi quand même, hein, ça se regarde encore. On a une énorme congestion, c'est assez fabuleux quand même, la congestion qu'on voit, assez fou. Donc ça se regarde malgré tout. Voilà, encore une fois, on a tenté la semaine dernière
il y a 15 jours, on a cassé, on est revenu, on bagarre sur Carrefour, donc ça lâche pas. On aurait pu le croire hein, que ça viendrait à lâcher, mais pas du tout. On tente même de repasser la moyenne mobile, donc voilà, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais malgré tout, on ne lâche pas. Moi, je retiens ça. Sur Carrefour, on ne lâche pas. Et si là-dedans, il y a une construction, éventuellement, on peut retrouver l'oblique. Et après, ben, écoutez, on verra. Mais à ce stade, ça ne lâche pas encore sur Carrefour. Donc, c'est plutôt encourageant, je dirais. Ensuite, vous avez du Neuron. Neuron, qui est toujours en difficulté, je crois, qui a fait un pullback de mémoire. Ouais, mais c'est ça. Elle a fait un pullback. Donc voilà, quand même réaction. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Belle réaction de Neuron. Avec, ah ben on avait dessiné le biseau descendant il y a quelques, ça devait être la vidéo du vendredi 3 octobre, et vous avez dit voilà, ce biseau descendant, il faut le casser par le haut, construire et relancer. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait. Bon, maintenant c'est en mode pullback, donc c'est là où véritablement on va voir dans cette zone-là si finalement on arrive à repasser au-dessus de la moyenne mobile aussi, ou si au contraire on va échouer et repartir à la baisse. Donc c'est plutôt de l'observation pour le moment. Est-ce que c'est une zone pour réinvestir à long terme? Pas forcément. Moi je serais plutôt acheteur sur voilà, à proximité du canal. Éventuellement, bon, on verra selon une reprise de la chute ou non. Morel, vous le savez, je la suis toujours. C'est un titre qui m'intéresse. Ça construit, il y a du bien et du moins bien. Le moins bien, vous le savez, vous l'avez dit, c'est que effectivement on est potentiellement, on a cassé quand même le canal de long terme haussier, et donc là on est plutôt dans la construction. Biseau descendant, on l'avait tracé, donc désormais c'est bien, on commence à avoir un petit peu plus d'informations, et là désormais pour moi hein, le signal potentiel sera au-dessus des 4,92 pour pouvoir relancer, donc ça se regarde quand même. Roberté, j'en ai parlé sur les réseaux, mais je trouve que c'est mou, il n'y a pas grand chose à faire, c'est plutôt acheter sur repli. Donc voilà, mais ça se regarde parce que en effet, voilà, vous avez quand même une figure. Je retiens quand même ça, hein, je veux toujours être positif. Je retiens quand même que vous avez une figure de congestion qui est toujours là. Donc pour le signal de moyen long terme, au-dessus, pourquoi pas des 463, vous pouvez avoir le signal qui se déclenche pour retrouver les 971 et après retrouver pourquoi pas les plus hauts historiques. Si ça lâche, si la figure lâche, en revanche, bah là, il faudra aller chercher la zone des 500 à 560 euros pour éventuellement investir à moyen long terme. Après Roberté, on a une autre configuration sur Excel Technologies. Donc, bon, elle m'a été beaucoup demandée parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup corrigé. Bon, c'était un cas assez classique, hein, avec un gros range qui a cassé par le haut, derrière une grosse explosion en ligne droite, et derrière une grosse correction en ligne droite de 40%. Au moment où je vous parle, je dis bien au moment où je vous parle, je vois pas de construction. C'est-à-dire que là aussi, comme d'habitude, c'est ce que je vous dis toujours, regardez les pics de volume. Voilà, les pics de volume sont en général des pics sur les graphiques, voilà, contrairement à ce que beaucoup de gens vous disent. Donc, je vois pas de construction. Alors après, on peut chercher, hein, je vais regarder en journalier, mais à ce stade, je ne vois pas de construction. Il y en avait une petite qui était en train de se mettre en place ici, vous le voyez. Hop, je vous la trace rapidos. Ici, elle était plutôt pas mal avec une réduction de volatilité, mais on a cassé par le bas. On vient chercher la MM200, mais moi, acheter bêtement la M200, ça n'a jamais été mon kiff. Donc, je suis plutôt de ceux qui, encore une fois, il n'y a pas de stratégie parfaite, hein, bien évidemment, et puis rien ne garantit rien. Mais je suis plutôt de ceux qui seraient plutôt dans l'attente voilà, d'une stabilisation dans un premier temps, et éventuellement, on tenterait quelque chose avec une cassure, etc. Pour moi, ce serait bien qu'elle intervienne par là, parce que vous avez un gros niveau là, un gros niveau travaillé par le passé. Donc c'est le niveau de mai-juin de cette année d'ailleurs, 2025. Donc si on arrive à travailler la zone par là, ça peut être pas mal. Voilà. Mais watchlist, pour le moment rien à faire, observation et on attend le setup. Voilà. Ça implique d'avoir un petit peu de patience. Et des fois, moi le premier, on n'en a pas. Air France, c'est un titre que je surveillais. D'ailleurs, elle avait même posé un ordre, vous voyez, pas hier, avant-hier. Donc l'ordre n'a pas été déclenché, forcément, parce que je trouvais que c'était pas mal, on avait cassé, etc. Donc aujourd'hui, on fait appui MM200, là aussi. Et petite réaction,
très timide pour le moment, mais réaction quand même. Donc là, pour moi, on a quand même cassé la construction. Ça ne veut pas dire que c'est mort, que c'est terminé, etc. Mais en tout cas, ouais, ce que ça veut dire, c'est que là, il faut absolument réagir. Il faut absolument construire quelque chose et éventuellement retourner à la tendance. Il y a du boulot. Mais c'est pas encore totalement mort, à mon sens, sur Air France. Ok, je vous la montre pas à long terme, ça sert à rien sur Air France. Je vais vous faire perdre votre temps. Ensuite, vous avez du Saint-Gobain, une de mes actions préférées, vous le savez. Donc, on est toujours dans la même analyse pour moi. Je crois que c'était en hebdo qui était, voilà, en hebdo c'était plus visible. Donc j'attends toujours la correction, ça fait longtemps. Je me dis, là, pour moi c'est de la correction, donc il faut laisser faire. On peut avoir des rebonds, etc. Mais il n'y a rien à faire tant qu'on ne revient pas pour les investisseurs aux alentours des 70, 75, peut-être plus, peut-être moins, on verra. C'est en fonction de la vitesse de la dégradation. Donc pour moi, c'est une figure, on a fait un top intermédiaire, il faut laisser construire la figure, mais par contre derrière, à mon sens, ce sera toujours de l'achat. Hein. L'idée, c'est de chercher de l'achat sur ce genre de valeur-là, y compris à moyen et à long terme. Ok. Ensuite, vous avez du Serge Ferrari. Tac, pour ceux qui ont la ref, évidemment, de la vérité si je mens. Alors, on en avait parlé à la cassure des 5,84 depuis, pouf, magnifique explosion. Donc voilà, on avait le retournement de la M10 mensuelle. C'était ça qui avait été, voilà, ici, notre petit signal. Maintenant, en données journalières, eh bien, on est dans la poursuite. Donc, on parlait à chaque fois, regardez les constructions comme c'est magnifique hein, quand même à chaque fois. Donc ici, réduction de volatilité, on pousse. Correction, réduction de la volatilité, on pousse. Correction, réduction de la volatilité, on pousse. Correction, voilà. Donc pour le moment, c'est vraiment très beau. Le problème, on le sait, de Serge Ferrari, c'est la liquidité. Vous pouvez avoir 5, 10, 15, 20, 30 000, 40 000 euros échangés par jour, donc c'est très très peu. C'est plutôt pour les petits portefeuilles. Mais en tout cas, c'était un titre que je vous avais proposé à suivre il y a quelques mois déjà, et pour le moment, le parcours quand même, il est vraiment très bon. Un autre titre que je vous ai proposé de suivre, c'est Bonduel. Qui a du mal, là aussi, c'est là où je vous dis, voilà, les constructions, ben, des fois, elles cassent par le bas. Vous avez dit quoi? Vous avez dit, on revient là, ce que j'attends, c'est la correction qu'on a eue, et ce que j'attends, c'est la congestion qu'on a eue, et ce que j'attends, c'est qu'elle casse par le haut pour véritablement démarrer quelque chose. Pour le moment, on n'a pas du tout ça, et je dirais même qu'on est en train de se faire peur à casser par le bas, c'est pas mort encore, mais on est en train de se faire peur. Donc voilà, il y avait un signal éventuellement à exploiter pour moi au-dessus des 9 euros ou au-dessus ici des 9,09 euros. Alors certains me demandent qu'est-ce que ça veut dire APD, ça veut dire ordre à plage de déclenchement. Je vous laisse aller voir sur le réseau et également dans l'espace membre, j'ai mis de mémoire un module là-dessus. Voilà, globalement, donc c'est pas mort encore, mais oui, il faut réagir. Si c'est un biseau descendant, il faut vite le casser par le haut et ensuite relancer. C'est pas mort encore une fois, je surveille, mais c'est moins bien quand même. TEP, toujours en difficulté, TEP, c'est difficile, c'est compliqué. Donc on avait parlé, je vous montre pas le graphe de long terme, vous le connaissez, le graphe de long terme, allez, je vous le mets quand même, voilà, c'est un peu catastrophique. Donc voilà, c'est un titre qui a perdu 85%. Depuis, c'est top. Il y avait des choses qui étaient encourageantes par le passé. Je refais un petit peu tout ce qu'on disait. Il y avait cette figure qui, pour moi, était encourageante. On avait cassé par le haut, c'était encourageant. On refaisait la figure intermédiaire, c'était encourageant. Et puis, on a commencé à jouer avec le bas de la figure. On l'a cassé. On a fait le pullback. Et avec la congestion, recassure par le bas, etc. C'est difficile. De nouveau, là, une petite congestion, on casse par le haut et derrière, on repasse en bas. Bref, là, ça part un petit peu en cacahuète sur TEP. Il faut patienter, voilà, la publication n'est pas mauvaise, mais le marché n'en veut pas. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut jouer, effectivement, il peut y avoir cette espèce de figure aussi, de long terme, une espèce de canal peut-être, je sais pas, mais en tout cas pour le moment, voilà, c'est très compliqué à part en intraday pour jouer des rebonds, etc. Mais sinon, globalement, on va dire que c'est assez compliqué. Groupe LDLC, pareil, c'est une action qu'on vous proposait de suivre, donc très heureux parce qu'elle a bien fonctionné. On la suit depuis le retour sur le support oblique, on la suit depuis cette congestion-là qui a cassé par le haut, nouvelle congestion, on casse par le haut. Donc c'est pareil, hein, parce que depuis la première congestion qu'on avait identifiée, c'est quand même 50% de gain sur groupe LDLC. Donc pour le coup, assez content de cette trouvaille.
Maintenant, là aussi, un peu à l'image de Serge Ferrari, c'est un petit titre, donc c'est compliqué. Il faut laisser là aussi maintenant désormais construire, revenir. Et si on a un petit setup type ça ou type ça, éventuellement, on peut tenter quelque chose. Sensorion, c'est également quelque chose qui est baissier à long terme. Bon, c'est un titre que moi j'avais pas mal tradé dans cette partie-là à l'époque, 2020, etc. Maintenant, ça fait longtemps que je l'avais pas vu d'ailleurs. Donc on est sur les plus bas. Voilà, on est sur les plus bas. Il y a très peu de volume, c'est très compliqué. Alors oui, je pense que celui ou celle qui me l'a proposé a vu ça. Donc oui, effectivement, il y a une congestion qui est en train éventuellement de casser par le haut, etc. Mais voilà, il ne faut pas être gourmand. Si ça casse par le haut, vous visez 0,40. Vous visez éventuellement, si ça en veut un peu plus, 0,50. Mais faites gaffe. Et par contre, si vous recassez par le bas, il faut se barrer. D'accord? Parce que ça, c'est des tendances baissières. Donc oui, effectivement, je suis d'accord. Il y a un aplatissement de la M200. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se former, etc. Mais voilà, il faut le faire de manière intelligente et le faire surtout avec un money management parfaitement adapté. Adidas, toujours en difficulté Adidas, après un énorme rebond depuis octobre 2022. Pour moi, Adidas, hein, c'est de l'achat sur repli. C'est oui, pas de problème, mais achat sur repli. Achat sur repli, et notamment, on n'est plus très loin, me direz-vous. Peut-être sous les 130 euros, ça peut être intéressant. Voilà, achat sur repli pour jouer quelque chose éventuellement comme ça. Voilà. Donc après, ici, est-ce que ça va être 120, est-ce que ça va être 100, je sais pas. Mais en tout cas, globalement, oui, c'est un petit peu cette zone que j'attends pour pouvoir investir sur Adidas. Après, ah bon, celle-là, elle est bien, oui, j'aime beaucoup. Pareil, c'était dans le suivi. Aramis, qui, vous le savez, depuis cette zone, je vous la mets en mensuel parce que c'est le graphique mensuel qui nous avait alerté. C'est une zone de polarité, voilà, je cherche mes mots. Il y a de la fatigue, hein, cette fin de semaine. Je cherche mes mots. Donc, résistance ici, résistance, 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 support. Et donc, derrière, effectivement, on fait la relance. 24%, c'est quand même pas mal. Vous avez proposé plusieurs achats. Vous avez proposé un achat ici, au-dessus des 5,75. Voilà. C'est plutôt pas mal. Pour le moment, c'est plus de 10% de gain. On vise toujours, grosso modo, cette zone-là d'entrée de gap. La M200, déjà, hein, pour les moins gourmands. Parce que si vous êtes rentré là, bon, si vous arrivez à toucher la M200, ça fait quasiment 20% de gain. Il faut déjà prendre peut-être une partie des bénéfices et surtout se protéger. Donc, quoi qu'il en soit, le stop que vous avez proposé là, ben, vous le remontez. Voilà, vous le remontez. Vous pouvez même le remonter ici sous la figure. Voilà, 6,18, 6,15, ça peut être quelque chose qui peut être plutôt pas mal sur Aramis. Donc, c'est plutôt positif. Nexity, ça ne l'est pas. Je la vois malheureusement Nexity en difficulté. Hein. J'attends toujours, moi vous le savez, ce plus bas. J'attends toujours cette zone-là pour investir. Là, ça va m'intéresser par contre de voir la réaction. Donc sous les 6. Donc on n'est plus très loin. Voilà, il y a des rebonds, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, on voit que c'est un titre qui est en difficulté, qui a du mal. Donc ça joue des rebonds, ça joue des mouvements. Mais voilà, je pense sincèrement qu'on va péter le bottom pardon, des 5,44 et on va aller chercher la zone des 6,5, 6 sans aucun problème dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ce ne sera pas forcément un beau signal, mais en tout cas, ce sera le cas. Orange, toujours très ferme. Donc en données mensuelles. Donc on est là aussi sur potentiellement un retournement. On avait parlé de la zone à l'époque des 9 euros pour acheter. Derrière, c'est pas mal. Par contre, attention, on est quand même sur une zone là de friction, très travaillée. Donc, on a ici quand même une zone de prise de bénéfice. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui est quand même assez intéressant sur Orange, c'est que malgré tout, on est potentiellement en train de construire. Voilà. Donc, pour moi, certes, on est sur une zone de prise de bénéfices, mais on peut aussi casser par le haut et continuer de relancer. Donc, privilégiez toujours la tendance aux résistances. Toujours. Et au support. D'accord ? Ce qui compte toujours, c'est le mouvement du prix. C'est le mouvement du prix qui est toujours supérieur aux zones de support et de résistance. Alors, Medencel, alors, je vais répondre parce que quelqu'un qui m'a dit tu avais recommandé Medencel et elle a perdu, je ne sais plus, 20 ou 30%. 20%.
Alors, déjà, je vais répondre à ça. Déjà, premièrement, je recommande rien. Déjà, premièrement, je recommande rien. Deuxièmement, quand j'ai parlé de Menencel et de du potentiel, de la potentielle accélération, c'était ici, c'était à la cassure des 19 euros. Depuis, le titre a pris 120%. Soyez sympa quand même. Je dis suffisamment de bêtises, ne me rajoutez pas celles que j'ai pas dites. Pour une fois qu'on a un plan qui marche correctement, s'il vous plaît, voilà, il faut pas non plus déconner, quoi. On prend 100% en un mois et demi et on vient me reprocher que le titre perd 20%. C'est quand même hallucinant des fois sur les réseaux, je dis des trucs. Ça apprend à prendre sur soi les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Mais quand même, on en avait parlé à la cassure ici. Bon, après, c'est normal qu'un titre qui prenne 100%, à un moment donné, il faut qu'il corrige. Et peut-être même que Menencel reviendra aux alentours des 20 euros, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus le moment d'y rentrer. Il fallait rentrer ici à la cassure. Il y avait une très très belle congestion qu'on avait identifiée. Voilà, une petite congestion. On a cassé, on a fait double inside bar ici. Et derrière, il y avait une accélération. Moi, je l'ai pas prise, donc je suis à l'aise. Sur le salon, on l'a prise parce qu'on a le petit Xav qui est dessus, donc voilà. Mais voilà, c'est tout. Il faut pas tout confondre. Un titre, il bouge, hein, voilà. Là, par contre, effectivement, voilà, là aussi, regardez, hein, pic de volume. Alors, on va le voir plutôt en hebdo. Hein. Voilà, pic de volume. Voilà, le pic, il se situe quasiment au top. Hein. Voilà, quasiment. Le pic de volume, il se situe ici. Vous voyez, derrière, on a pratiquement plus beaucoup progressé. Hein. Donc, effectivement, le gros était derrière. Maintenant, là aussi, c'est pas mort. Menencel, elle fait sa correction, ça peut aller un peu plus bas, et ensuite, il va falloir construire. Et après, on verra si elle décide de casser par le haut ou si elle décide de revenir aux alentours des 20 euros. Voilà. C'était un peu quand même, c'est un peu exagéré quand même la critique pour le coup. Il y a suffisamment de trades que je vous propose ou des idées qui sont mauvaises pour les bonnes les laisser en tant que bonnes. S'il vous plaît, soyez sympa. Gerbet. Alors, ben là pareil, c'est un trade qu'on avait pris. Vous avez proposé un achat, on est sorti, hein, nous, sur l'invalide. Donc, vous avez proposé 2 achats. À cette époque, je vous avais proposé un achat au-dessus ici, le vendredi 3 octobre, des 13,96 et un autre achat que nous on a pris aussi sur MTT aux alentours au-dessus des 15 euros. Et puis derrière, on est venu faire, vous avez dit attention à la prise de bénéfices à proximité de l'entrée de gap. C'est exactement malheureusement ce qui s'est passé. Hein. Et derrière, ben voilà, on est sorti. Donc voilà, plus grand chose à dire sur Gerbet. Il faut patienter. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de construction. Donc pour le moment, au mieux watchlist, sinon rien quoi. Hein. Mersenne, c'est compliqué, c'est dommage parce que c'est un dossier que j'aime bien, mais c'est très très compliqué. On attendait la semaine dernière ici une réaction, il n'y en a pas, ça baisse en ligne droite. Pas terrible hein, quand même, hein. Franchement, ça pour le coup, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire sur Mersenne, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, c'est pas mort, il y a un gap ici, etc. Mais oui, quand même, on a ça, c'est difficile. Voilà. Zéro construction, hein, ouais, ça baisse en ligne droite. Hein, 0, 0, 0 construction. Donc c'est évidemment très compliqué. Coface, on attendait, hop là, vous l'avez, on attendait éventuellement une réaction. Pour le moment, elle n'est pas là. J'ai un peu peur pour Coface, qui gêne un petit peu, c'est que c'est un bisou un peu ascendant, on a fait la cassure par le haut, on réintègre, attention, qu'il n'y ait pas à un moment donné une correction. Vous avez une très très belle zone, la semaine dernière je crois que vous ne voulez pas donner cette zone-là, donc je vous la donne cette fois-ci, vous avez une très belle zone aux alentours des 10,5, et après, en cas de catastrophe, vous avez une belle zone aux alentours des 5, voilà, globalement c'est les 2 zones qui peuvent être intéressantes si vous voulez avoir un petit peu de Coface. Alors si on va sur les 5, ce sera une catastrophe, mais déjà sur les 10, ce sera pas mal, 10, 10 et demi, ce sera déjà pas mal. Abionyx, donc là on est sur une pharma qu'on suivait, donc vous avez dit c'est cette zone de résistance qu'il faut suivre si on arrive à la casser par le haut. Voilà, globalement, voilà, par exemple, là c'était un trade qu'on a proposé et qui n'a pas marché. Celui-là par contre, il a cartonné. Donc voilà, globalement, c'est pas mal, ça construit bien. Hein. Moi j'aime beaucoup la construction de Abionyx, par contre voilà, c'est spéculatif, on le sait, etc. Là, il y a peut-être quelque chose à tenter. Il y a peut-être un double, triple, quadruple top au-dessus des 4,35, 36, 37 qui peut donner une accélération avec une invalidation éventuellement. Alors ça dépend après, hein, bien évidemment, de votre profil, etc. Mais il y a des invalidations qui sont pas très loin. Vision, magnifique valeur, Vision Group, mais je ne suis toujours pas acheteur. Voilà, je vais la dézoomer en daily, ça suffira. Voilà, j'en ai parlé il y a quelques semaines, vous avez dit, voilà, j'attends beaucoup de zigzags, c'est ce qui se passe. Par contre, s'il y a support oblique, là,
ça peut m'intéresser. Voilà, support oblique, etc. Toute la zone ici aux alentours des 180, 185, on verra. Ça peut être une zone potentiellement intéressante à voir. Ensuite, on part aux États-Unis avec Robinhood. Market, elle est là. Il n'y a rien à dire pour le moment sur Robinhood. Je ne suis pas acheteur. Par contre, effectivement, ça ressemble plutôt à une figure de continuation. Espérons que ce soit pas une figure de top en tout cas. Mais en tout cas, c'est une phase de construction. Donc il faut laisser. Soit on casse par le haut, on achète. Soit on casse par le bas, c'est le retournement. Et là, on ira acheter le support oblique de long terme, on va dire. Ensuite, on m'a proposé du HubSpot qui est ici. Donc HubSpot, c'est un titre qui est plutôt pas mal. Mais pour moi, on n'est pas encore sur la zone. Il y a une belle zone qui est ici. Voilà, qui peut être intéressante. Donc sous les 250 $ jusqu'aux 181 $, ça peut être une zone appétissante pour pouvoir tenter quelque chose. Vous avez du Novo Nordisk, toujours extrêmement en difficulté. Vous avez dit, ouais, c'est la zone que j'attends. On verra. Donc attention, même cette zone-là, c'est peut-être pas le point bas. Hein. Donc il faut prévoir du cash, 41 $, 27 $, éventuellement 15 $. Quand j'en parlais de cette zone-là, tout le monde me disait, t'es un fou, t'es malade, ça ira jamais, etc. Elle est passée de 150 $ à 46 $ aujourd'hui, et je pense qu'il y a encore de la marge à la baisse. D'accord? Il faut être patient. Voilà, c'est la patience qui paye. Il n'y a rien d'autre qui paye, la patience. Mais la patience, c'est pas toujours celle qu'on dit. C'est-à-dire que la patience, c'est pas acheter un titre trop cher et attendre qu'il remonte, c'est acheter un titre au bon moment. C'est ça la patience. D'attendre qu'il soit des niveaux de valorisation qui sont un petit peu délirants et se dire, bon là, le marché est allé trop loin. Comme AMD, vous le savez, on était passé à l'achat au mois d'avril, c'est le même graphe à quelque chose près que Nvidia, qu'on a également acheté là. Et vous avez dit, nous, ce qu'on joue, c'est le haut de canal. C'était ça qui était visé. Bon, on a fait mieux, on a fait un gap aussi. Et je vous ai dit, on est venu et on a fait un gap aussi au-dessus du canal. Je vous ai dit, bon, si vous en avez que vous avez gardé, vous mettez le stop à 200 $ et vous laissez le titre vivre. Donc là, pour moi, on est dans une phase où AMD va construire une immense figure. Donc il n'y a plus grand-chose à faire, à mon sens, sur AMD. Après, vous avez du Shopify technologie, il est là, il n'y a rien à dire, c'est très haut. Voilà, franchement, je serai patient sur ce dossier-là. Je pense que là aussi, voilà, il faut construire. Est-ce qu'on n'aurait pas... Oh oui! Est-ce qu'on n'aurait pas un petit canal là? Alors, je vais peut-être mal tracer d'ailleurs, hein, mais globalement, on peut imaginer, il faudrait que je le retrace comme il faut pour voir, mais globalement, voilà, on peut imaginer l'apparition d'un canal haussier. Ça nous fait un guide, alors c'est pas forcément ce que le marché va retenir, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit peu des repères. Et donc, effectivement, si vous avez la moyenne mobile qui monte ici, bah, vous pouvez avoir à un moment donné ce repli-là qui peut être intéressant à exploiter dans le cadre d'une tendance haussière, parce que pour moi, c'est toujours une tendance haussière, il n'y a rien qu'à changer. Ensuite, vous avez du IMS. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-ci. Voilà, ah ben, toujours dans la... Bon, ben là, c'est typiquement de la figure. Voilà, énorme figure à congestionner, ça peut être long, ça peut mettre du temps, etc. Donc là aussi, grosso modo, beaucoup de volatilité, bas de range pour jouer le haut de range, mais globalement, vous pouvez vous inscrire avec beaucoup de volatilité, mais ça reste là aussi pour moi, globalement, une tendance haussière sur IMS. Palantir, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose surtout à faire sur Palantir, c'est toujours haussier, on est sur le haut de canal. Et là, je trouve que ça a été un petit peu too much. On a fait le faux breakout, réintégration. Attention de ne pas réintégrer la figure. Parce que si Palantir commence à passer sous les 160 $, pour moi, on ira chercher le bas de canal. Minima. Voilà. Est-ce que ce sera là? Est-ce que ce sera là? Je ne sais pas. Mais on ira chercher le bas de canal. Pourquoi pas même aller chercher les plus hauts ici. Voilà, toute cette zone-là peut être une zone d'intervention. Ok. J'ai quoi? J'ai je dis tout le temps Dua, mais en fait c'est Duo, ouais. Duolingo, Duol. Donc là aussi, à un moment donné, bon, c'est un dossier que beaucoup de créateurs de contenu ont mis en avant sur les réseaux, mais quand on paye des valorisations excessives, ben, il se passe ce qui est en train de se passer. Par contre, donc ça veut dire une baisse potentiellement depuis les tops de 62%. C'est pareil. Par contre, il faut le suivre. Il faut la suivre. Il faut la suivre parce que quand même, voilà. Ce niveau-là, moi, je me pose quand même la question, ça peut être à un moment donné un niveau intéressant. Il peut y avoir un niveau de renfort également par là.
mais c'est des niveaux qu'il faut suivre de près. Donc moi là-dedans, à partir de là, hein, maintenant, à partir de là, ce que je vais faire, c'est surtout regarder si on est capable de construire. Si on est capable à partir de là, de construire quelque chose, un biseau descendant, etc. Et éventuellement de le casser par le haut pour relancer. Ferrari, j'ai rien de plus à dire. On est sur le support, mais pour moi, ça va aller plus bas. Voilà. Donc on est effectivement sur un beau niveau de support par là. Mais il faut faire attention parce que ça ressemble quand même potentiellement à une figure de top. Je serais intéressé vraiment. Alors, pour ceux qui sont pressés, on a une première petite zone, mais allez-y tranquille. Parce que pour moi, là où ça sera intéressant, c'est plutôt sur le bas de canal qui avait fait support, 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 support. L'opportunité pour moi, elle sera ici. Ensuite, vous avez du McDo. Il n'y a pas grand-chose à dire sur McDo. C'est très haut, c'est très ferme, mais je ne suis pas acheteur. Voilà, ça ressemble quand même à une fin de structure. Ça peut mettre du temps, mais ça ressemble quand même globalement à une fin de structure, ça. Voilà, un expanding flat pour ceux qui maîtrisent un petit peu le wave. Ça ressemble quand même à un expanding. Donc, on peut faire un nouveau plus haut, mais à chaque nouveau plus haut, il faut faire attention parce que vous risquez le retournement. Et enfin, alors j'ai 4 titres à vous proposer. Un titre américain qui m'a été proposé, alors c'est pas mon idée. RKT, Rocket Company. Pas mal. J'aime bien le titre en tout cas. Le nom, et j'aime bien le graphe aussi pour le coup, puisque paf, voilà, on a quand même un truc qui est en train de fabriquer tout doucement une petite figure de très long terme. Donc voilà, c'est pas fait, hein, c'est évidemment pas fait, mais oui, on a effectivement une construction qui est en train de s'opérer. Donc c'est quelque chose qui va pas falloir forcément suivre là lundi, hein, mais éventuellement, peut-être pour 2026, on peut avoir un truc qui se met en place sur ce titre-là. Ensuite, j'ai donc secteur auto et équipementier. Moi, vous le savez, c'est un secteur qui je pense peut à un moment donné se réveiller. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas depuis quelque temps sur Valeo. Donc Valeo qui est en train de se réveiller avec, vous le savez, la moyenne mobile qui est en train d'être regagnée ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en données journalières, voilà, j'attends désormais la congestion. Alors peut-être elle sera là, hein, d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on avait parlé de cette congestion ici, on a cassé. Nouvelle congestion en place, donc ça se suit de près pour voir si on peut recasser par le haut, pourquoi pas une tentative au-dessus des 12,55. Après, ben, votre stop, ça dépend évidemment, toujours pareil, de votre profil. Dans le même secteur, mais c'est en Allemagne, c'est Volkswagen. VOW, la voici, la voilà, je vous la mets en unité de temps mensuel. Pour vous la montrer, ce qui est intéressant sur Volkswagen, c'est que vous avez voilà, des niveaux quand même qui sont globalement intéressants. Il est là le niveau. Plus, évidemment, vous l'avez vu peut-être, la petite structure corrective en place. Peu importe comment on le trace, on s'en fiche, c'est pas trop le... Voilà, je vous la mets ici en rouge, le niveau de résistance, pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux vous montrer, et ici la congestion. On aura éventuellement un signal de relance au-dessus ici des 105 et des bananes pour pouvoir tenter quelque chose. Ok, ça se regarde, ça se suit de très près. Et enfin, la dernière, alors c'est Xilam, animation, on en a pas mal parlé également avant de passer au screener, bien sûr. C'est Xilam qui construit, mine de rien, qui est revenu sur les plus bas historiques, et qui, après un parcours incroyable en 2017-2018, grosse zone de congestion qui a cassé par le bas, on revient sur les plus bas niveaux, mais ça construit, voilà, ça construit, il y a une zone de gap, je vais vous la mettre en hebdo, ça suffit, parce qu'elle est volatile, il y a une zone de gap à aller chercher, voilà, pourquoi pas, certains y verront, j'efface tout, allez, je le refais avec vous, certains y verront ici, moi ce que je retiens surtout c'est cette oblique ici, elle est là, voilà. Cette oblique là. Mais rien n'est fait. Et il faut construire. Voilà. Donc là, à suivre ici, si éventuellement on arrive à casser tout ça par le haut. Donc il y a peut-être un signal qui pourrait un premier signal agressif qui pourrait se déclencher au-dessus des
4 € pour Xilam. Et on termine comme d'habitude avec le screener Trend Following qui est ici. Je vous rappelle que je vous affiche que 50 parce qu'on est limité à 50. Mais il y en a 117 au total et vous pouvez bien sûr retrouver la totalité du screener et du code qui est ouvert sur le site et l'espace membre du podcast de la bourse.fr. Je rappelle que c'est un espace membre qui est ouvert, qui est gratuit, qui permet d'avoir donc des modules accessibles à tous. Voilà les amis, pour rappel, donc jeudi prochain, on se retrouve donc sur la vidéo hebdo, vu que le vendredi, on se retrouvera pour certains sur Paris, vendredi et samedi. Donc voilà pour les nouveautés. Je vous remercie encore une fois toutes celles et ceux qui laissent un commentaire et un petit like, ça aide beaucoup ma motivation à perdurer. Je vous souhaite évidemment de passer un excellent week-end et on se retrouve avec grand plaisir jeudi prochain. A plus, ciao.